Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Pour les Haussiens, le mois est astronomiquement synonyme d'étoiles filantes avec les fameuses Perséides, qui seront bien sûr évoquées dans cet épisode. Mais un autre phénomène tout aussi spectaculaire sera visible ce mois-ci en Europe. C'est l'occultation de Saturne par la Lune, voire de celle de Neptune aussi en fonction de votre lieu de villégiature. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 29e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. Pour les habitués de ce podcast, j'ai un petit peu revu l'ordre des chapitres. J'indique les horodatages des différentes sections et points importants dans la description de ce podcast. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste d'août avec le premier jour du mois, qui verra le soleil se coucher dans l'axe de l'arche de l'Arc de Triomphe. Il faudra admirer cela à 21h12 à l'heure de Paris. Le 9 août, entre 2h49 et 3h26 universelle, les satellites joviens Io et Ganymède projettent leur ombre simultanément sur Jupiter. C'est visible en Europe, dans des télescopes, même de taille modeste, mais pas dans des jumelles. Les 9, 10 et 11 août, ce sont les nuits des étoiles. Partout en France, les clubs d'astronomie et observatoires ouvrent leurs portes pour faire partager leur passion du ciel auprès d'un large public. N'hésitez pas à consulter le site de l'Association française d'astronomie pour trouver les animations organisées près de chez vous. Vous trouverez un lien dans l'article complet et la description de cet épisode. Le 12 août, ce sont les fameuses et populaires étoiles filantes des Perséides, qui fut d'ailleurs le prétexte à l'ASFA pour instaurer un événement d'envergure nationale des Nuits des Étoiles dont on vient de parler. Bien qu'annoncé pour le 12 août, le pic s'étend sur plusieurs jours, en gros une dizaine de jours, et on s'attend jusqu'à une centaine de météores par heure. Cette année, le premier croissant lunaire sera déjà couché et ne sera donc pas gênant, car les étoiles filantes s'observent essentiellement en seconde partie de nuit, lorsque vous ferez face à la trajectoire de la Terre sur son orbite. Un petit peu comme si vous regardiez par le pare-brise avant de votre voiture et voir les insectes s'écraser sur celui-ci. Cette année, l'IMO, l'International Meteor Organization, prévoit des possibles sursauts d'activité pouvant grimper jusqu'à 200 météores par heure et durer quelques dizaines de minutes entre 4h et 11h universelles. Compte tenu de l'horaire, les possibles sursauts seront donc essentiellement visibles depuis le continent nord-américain. Et pour terminer ce volet des étoiles filantes, sachez que ce mois-ci, on dénombre une dizaine d'essaims météoritiques, dont la plupart d'ailleurs ne dépassent pas quelques météores par heure, mais nous en reparlerons plus tard. Les 14 et 15 août, les planètes Mars et Jupiter seront séparées de moins d'un diamètre lunaire et surplomberont l'horizon est d'une trentaine de degrés. À l'œil nu, les différences de couleur et de luminosité seront frappantes, magnifiant cette splendide conjonction. Dans des instruments, le spectacle sera tout aussi grandiose avec le balai des satellites de Jupiter à côté de Mars. Le 21 août à 2h du matin, les 4 lunes galiléennes sont alignées à l'est de Jupiter dans leur ordre naturel d'éloignement à la planète. Donc pour rappel, Io, Europe, Ganymède et Callisto. C'est visible dans des télescopes ou même des jumelles. Le 25 août, entre 1h26 et 1h41, les satellites joviens Io et Europe projettent simultanément leur ombre sur la planète Jupiter. Le 26 août à 3h du matin, le premier quartier de lune sera en plein cœur du splendide amas des Pléiades dans le Taureau. De minuit environ jusqu'au lever du jour, observez l'enchaînement des multiples occultations stellaires mettant en évidence de façon spectaculaire le mouvement de notre satellite sur la sphère céleste. Le 27 août,
La planète Mars sera à peine plus d'1 degré de la nébuleuse du Crabe, le rémanent de la supernova qui fut observé par les astronomes chinois de juillet 1054 à avril 1056. Terminons le mois avec de nouveau des étoiles filantes et l'observation des Alpha Aurigides. D'ordinaire, le radian est situé dans la constellation du Cocher et le taux horaire n'est guère plus de quelques météores par heure. Alors pourquoi donc en parler ? Eh bien car l'IMO encourage les observations et le comptage de ces étoiles filantes en raison de la recrudescence de magnifiques sursauts, comme en 2007, où le taux a atteint près de 130 météores par heure pendant quelques dizaines de minutes. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure qui revient en force en fin de mois avec sa plus belle période d'observation matinale en Europe. Elle sera en conjonction solaire inférieure le 19 août. Sous les tropiques, elle est encore très belle le soir en début de mois, puis le matin pour les derniers jours haussiens. Elle est dans la constellation du Lion pendant tout le mois, mais s'offrira une escapade du 6 au 11 août dans celle du Sextant. Ce mois-ci, elle sera rétrograde du 5 au 28 août. Pour les astrologues, elle est dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 août, pour revenir dans le signe du Lion jusqu'à la fin du mois du fait de sa rétrogradation. Pour Vénus, elle est de nouveau observable dans le ciel du soir car s'éloignant de la position apparente du Soleil. Elle se couche environ 1 heure après le Soleil en fin de mois. Sous les tropiques, elle sera de plus en plus magnifique à observer tout au long du mois grâce à la perpendicularité de l'écliptique par rapport à l'horizon. Elle est dans la constellation du Lion jusqu'au 24 juillet pour rejoindre celle de la Vierge. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Lion jusqu'au 5 août, puis dans la Vierge jusqu'au 30 août pour terminer le mois en Balance. Pour Mars, elle se repère maintenant très facilement, y compris à l'œil nu dans un ciel bien noir, car se levant maintenant entre 5 et 6 heures avant le Soleil. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Mais elle est encore visuellement trop petite pour des observations intéressantes dans nos instruments d'amateurs. Elle est tout le mois dans la constellation du Taureau et dans le signe astrologique des Gémeaux. Pour la géante gazeuse Jupiter, elle est de nouveau facilement repérable en dernière partie de nuit. Avec nos instruments d'amateurs, il sera possible d'observer le balai et les doubles passages d'ombre des satellites joviens. Elle est dans la constellation du Taureau pendant tout le mois et le signe astrologique des Gémeaux. Pour la planète Saturne, elle est maintenant visible quasiment toute la nuit. N'espérez pas non plus des miracles, car elle restera basse sur l'horizon en Europe, moins de 30 degrés, mais sous les tropiques, les conditions d'observation sont toujours excellentes. Elle sera rétrograde pendant tout le mois. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau et le signe astrologique des Poissons. Uranus redevient observable en dernière partie de nuit dans un ciel encore bien noir. Elle se repère avec des jumelles et très rarement à l'œil nu dans la constellation du Bélier. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique du Taureau pendant tout le mois. La plus éloignée des planètes, Neptune, elle est maintenant observable dans de bonnes conditions en seconde partie de nuit, mais nécessite au minimum un petit télescope pour l'observer. Cette lointaine planète navigue lentement dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues, et elle sera rétrograde pendant tout le mois. Pour conclure ce chapitre planétaire, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui traverse la constellation du Cancer jusqu'au 10 août, pour filer ensuite dans celle du Lion. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du Lion, avant d'entrer le 22 août dans celui de la Vierge. Les éphémérides lunaires. Ce mois d'août débutera avec un dernier croissant. La nouvelle lunaison débutera le dimanche 4 avec la nouvelle lune dans la constellation du Cancer. Le lundi 12, ce sera le premier quartier, visible dans la constellation de la Balance. Le lundi 19, ce sera une pleine lune dans la constellation du Verseau,
Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune de l'Esturgeon, en référence à la période de migration de ce poisson pour la ponte de ses œufs. Et nous terminerons le mois avec le dernier quartier le lundi 26 août dans la constellation du Taureau. Notons que la Lune sera ascendante sur son orbite jusqu'au 1er août, puis du 16 au 28 août, et sera descendante entre le 1er et le 16 août. Elle sera au plus loin de la Terre le 9 août, et à contrario au plus proche de nous le 21 août. L'article complet, disponible sur mon site internet et dont le lien est en description, donne les détails et les chiffres exacts concernant ces détails de l'orbite lunaire. Ce ne sera pourtant pas une superlune malgré les annonces de la presse à sensation. En effet, la notion de superlune nous vient de l'astrologue Richard Noll qui, en 1979, définit la superlune comme une pleine lune de Périgée. Or ce mois-ci, le Périgée n'aura lieu que 2 jours calendaires plus tard. Ce mois-ci, la distance lunaire lors de la pleine lune sera de 361 919 km, soit supérieure à la distance maximale qui devrait être de 361 000 km pour porter ce nom. Ce mois-ci, l'événement lunaire phare, ce sera évidemment le 21 août pour les Européens, avec la planète aux anneaux, Saturne, qui sera occultée par la Lune. C'est observable sur une large partie de l'Europe, aux Antilles et en Guyane, à l'œil nu bien sûr, mais aussi aux jumelles et dans un télescope. En France hexagonale, l'occultation aura lieu au petit matin, entre 5h30 et 6h30 en heure française. C'est des horaires approximatifs, car les heures précises varient de quelques minutes en fonction de votre localisation précise. Dans les Antilles et à Pointe-à-Pitre, qui sera en limite de visibilité du phénomène, l'occultation sera rasante et le satellite Titan ne sera pas occulté, permettant de suivre la progression de l'occultation. Pour le reste du monde, ce sera une très belle conjonction lunaire avec Saturne. Enfin, toujours le 21 août, la Lune occultera la planète Neptune, mais ce ne sera visible que dans la partie boréale de l'Afrique, l'extrême sud-est de l'Europe, au Moyen-Orient et à l'ouest de l'Asie. Pour les autres, il n'y aura rien à voir. La partie bien visible du zodiaque s'étend de la Vierge qui se couche dans les dernières lueurs de l'aube et jusqu'aux Gémeaux qui refont surface en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, le signe est toujours accroché au zénith, entouré de la lyre, du dragon, de Céphée, du lézard et enfin du discret petit renard. Dans la famille des amas ouverts, je vous propose M29, un très jeune amas ouvert dans la constellation du Cygne. Il renferme une centaine d'étoiles de magnitude très variable, dont une dizaine d'étoiles très brillantes. Pour l'observer, il vous faudra un télescope et un grossissement d'au moins 100 fois pour l'apprécier. Non loin de là, toujours dans le Cygne, se trouve M29. Il s'agit là encore d'un amas ouvert, de faible densité et relativement dispersé. Il s'observe dans des jumelles, ainsi que dans des instruments avec des grossissements de 50 à 100 fois. Bien qu'observé par Charles Messier qui l'intégra à son catalogue d'objets célestes, c'est à Aristote que l'on doit la primeur de son observation. Pour les amateurs d'amas globulaires, je vous propose M92 dans la constellation d'Hercule. Bien que plus discret, il n'a rien à envier à son voisin M13, l'un des classiques de l'été, que j'ai déjà mentionné dans de précédents épisodes. Bien qu'identifiable dans des jumelles, il vous faudra au moins un télescope de 200 mm pour le résoudre convenablement et l'apprécier à sa juste valeur. Histoire de changer un peu, et je vous propose de découvrir M107, un amas globulaire très atypique. Visuellement tout petit, car 10 fois plus petit que le diamètre lunaire, la distribution des étoiles est très ouverte, avec même quelques régions plus sombres. C'est aussi le dernier objet en date à avoir été découvert et fait partie des derniers objets additionnels intégrés au catalogue de Messier en 1947. Avant de conclure, je vous propose les deux nébuleuses planétaires, elles aussi faisant partie des classiques de l'été. Commençons par M27,
surnommé le trognon de pomme, le bâton de cloche, l'altère ou encore enfin le diabolo. Je vous laisse faire votre choix. La naine blanche centrale, lui ayant donné naissance il y a environ 4000 ans, n'est accessible qu'avec un très bon ciel et des instruments de 300 mm au minimum et parfaitement réglés. C'est la première nébuleuse planétaire à avoir été observée. Passons à M57, la nébuleuse de la Lyre, qui se serait formée il y a 6000 à 10 000 ans. C'est en observant cette tache diffuse, nébuleuse et ronde que William Herschel, qui découvra la planète Uranus, suspecta une probable zone de formation planétaire. Le terme de nébuleuse planétaire était né et continue encore de nos jours à désigner ce type d'objet. Pour finir, et comme d'habitude, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie toujours observables. Par ailleurs, les idées d'observation indiquées dans les épisodes estivaux de l'an dernier restent aussi valables. Affranchissez-vous des éphémérides planétaires et lunaires qui ne sont plus d'actualité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode chargé en actualité astronomique, avec pour les vacanciers de ce mois-ci de belles observations en perspective. Même s'il faudra attendre l'automne pour du planétaire de qualité en début de soirée, les occasions de s'émerveiller du ciel ne manqueront pas ce mois-ci. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et laisser vos commentaires et questions. Vos retours me sont précieux pour me permettre d'améliorer le contenu de ce podcast. Pour terminer, j'ai en préparation quelques courts épisodes sur des sujets d'actualité, mais je n'ai pas encore de date de sortie à proprement parler. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés et n'oubliez pas le soir de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu. À très bientôt et au revoir.